Bienvenue au podcast Vision Dev, où les entrepreneurs, les innovateurs et les créateurs viennent partager avec nous non seulement leurs histoires, mais aussi leur mindset, leur stratégie et les outils qui ont contribué à leur grande réalisation. Bonjour, je m'appelle Léo Brunet, je suis cofondateur de Vision Dev, notre entreprise de placement privé en immobilier. Sur le chemin de bâtir notre portefeuille de rêves, j'interviewe des entrepreneurs et des innovateurs à succès pour mieux comprendre leur mindset et leur parcours, les trucs et astuces qu'ils ont développés pour mieux gérer leur entreprise qui pourrait venir nous servir en retour à être des meilleurs propriétaires d'entreprise. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir un invité très spécial, le président du Club des investisseurs immobiliers du Québec, Yvan Cournoyer. Le CIQ, c'est une organisation incontournable pour tous ceux et celles qui souhaitent se lancer ou évoluer dans le monde de l'investissement immobilier. Puis leurs formations ont joué un rôle crucial dans le développement de Vision Dev. Je ne sais plus à combien de monde j'ai référé le club pour aller se former quand ils souhaitaient commencer dans ce domaine-là. Puis avec plus de 35 000 membres, c'est un véritable réseau, une véritable communauté de gens d'expérience, puis de mentors et de coachs auxquels on peut aller se renseigner pour toutes sortes d'informations. Lors de cette conversation, nous allons plonger dans le parcours de Yvan, sa vision de l'immobilier et de l'éducation par rapport aux finances personnelles. Puis on va découvrir comment est-ce qu'il aide les gens à passer à l'action pour atteindre leurs objectifs de finances personnelles, alors que vous rêviez d'acquérir votre premier immeuble ou de bâtir un portefeuille de centaines de logements. Bien, c'est un épisode qui est pour vous. Préparez-vous à être inspiré, à être motivé, puis comme Yvan aime le dire, go, go, go! Vous ne devrez pas rater cet excellent épisode. Bon, Yvan, comment c'était Vipassana? J'avais hâte d'en entendre parler plus en détail. Tu m'as montré ta bague tantôt. Clairement, c'était une belle expérience si tu veux en garder un souvenir, surtout en tout temps. Oui, je partage ça, mais avant, je voulais te dire merci de m'accueillir sur ton podcast et dans ta communauté aussi. Ben, Yvan, c'est tout l'honneur est pour moi. Tu es une légende, tu es un pilier dans l'éducation au Québec. Fait que c'est moi qui te remercie d'être là aujourd'hui. Puis je sais que tu as fait pas mal de routes pour venir, donc... On se remercie mutuellement. Très content de t'avoir. Yes, good. Vipassana, c'était une expérience, je dirais, sensationnelle, dans le sens que tu l'as vécu. Tu l'as vécu avec Vipassana. Chacun le vit à sa façon. La façon, moi, je l'ai vécu, c'est vraiment de prendre conscience de chacune des parties de ton corps, de toutes les sensations qui t'habitent, puis de prendre conscience de ta respiration, qui rentre, qui sort de façon naturelle, et d'observer, en fait, sans juger. Donc, observer ce qui est bien, observer ce qui est moins bien, puis de ne pas juger tout ça. Donc, d'accueillir, en fait, ce qui est, tout simplement, avec équanimité, qu'ils appellent. Donc, c'était une super expérience que je recommande, que je vais refaire d'ailleurs. Oui. D'après moi, si Dieu le veut, l'année prochaine, je refais cette expérience-là. C'est bon signe si tu en ressors en souhaitant le refaire. C'est pas le cas pour tout le monde, mais si c'est le cas pour toi, ben, tant mieux. Oui, semble-t-il qu'il y en a qui... C'est dur, là. Moi, ça a été assez facile. OK. Oui. Puis... je pense que tu avais peur d'avoir de la douleur dans ton corps parce qu'on reste assis vraiment longtemps, pendant des longues heures. Est-ce que c'était un défi ou finalement tu as trouvé... J'ai trouvé des trucs pour essayer de bypasser ça un peu, là. Donc, il y a des méditations obligatoires dans la grande salle. Il y a 3 fois 1 heure, comme tu te souviens. Mais le reste, tu peux aller dans ta chambre. Fait que j'allais plus dans ma chambre assis au lieu d'être comme accroupi, là. Parce que tu es accroupi dans la salle pendant 1 heure. C'est rough. Fait que tu as médité beaucoup dans ta chambre? Oui. Okay. Oui, j'ai triché un peu. Mettons, en théorie, c'est 10 heures de méditation par jour. J'en faisais à peu près 5, 6. Il n'y a pas de triche. En tout cas, dans le sens que je me promenais dans le bois, puis je prenais des marches. Je dormais un peu. Mais c'était bien. Puis tu m'as précisé l'équanimité, observer sans juger. Là. Je pense qu'observer, on sait le faire ou on s'en rend pas compte, mais c'est sans juger qui est vraiment un défi. Donc, ça fait mal, mais c'est pas mal. C'est pas quelque chose de négatif où je suis impatient, je suis tanné, je m'ennuie. Je l'observe sans y porter un jugement comme quoi que c'est quelque chose de mal. Je veux juste remarquer que c'est ce que je ressens à ce moment-là, mais je l'accepte. C'est plus ça, accepter. En fait, on peut juger dans le sens de hey, ça me fait mal là, présentement, ou ça me fait du bien, mais de l'accepter, le mal autant que le bien. Donc, c'est plus dans l'acceptation, je dirais, que dans le jugement, finalement. Parce que c'est sûr, on va porter un jugement à savoir si ça fait du bien ou pas, mais d'observer puis de l'accepter. Puis d'accepter que ça va passer. Exactement, d'où la bague.
D'où la bague que je t'ai montrée tantôt. Cela aussi changera. Donc, une petite phrase que François Lemay, je ne sais pas si tu connais François Lemay. Non? Ouais, il fait de la pleine conscience. Il est allé là 13 fois, lui, à Vipassana. Ouais. Puis c'est à force d'écouter ses vidéos que je me suis dit, je pourrais peut-être aller faire un petit tour. Et ça faisait peut-être 2-3 ans que je voulais aller là. Puis ça ne fitait pas à l'époque avec ma conjointe que tu as connue, Lise. Fait que quand elle est décédée, là, je me suis dit, voilà le timing pour y aller. Et François, tu vas pour dire que François, il revient souvent avec ça. Cela aussi changera, cela aussi changera. Donc, je me suis fait faire une bague pour me le rappeler. C'est un genre de petit ancrage PNL quand il se passe des choses dans ma vie qui sont supposément moins le fun. Ouais. Ça aussi va changer. Tout est temporaire. Tout est en changement tout le temps. En changement. Notre ami Ray Vincent dit souvent que la seule chose qui est permanente, c'est le changement. Donc, tout change. Fait qu'il ne faut pas s'accrocher, en fait, à ce qui se passe. Il faut le laisser se vivre et passer à la prochaine étape. Toi, ton expérience, c'était comment? J'ai eu une belle expérience aussi. Ça n'a pas été un combat de 10 jours pour moi. C'est sûr que de rester... J'essayais de faire toutes les méditations. Moi, je suis un peu compétitif, des fois trop. Je me dis, faut que je sois capable de le faire, puis c'est un challenge, puis c'est pas tout à fait l'objectif de Vipassana, de se challenger, mais c'est ma nature. Puis, fait que j'étais là à 4h30 le matin, puis je le faisais le 2h, puis ils m'ont dit que c'était long, 2h à 4h30 de méditation, mais ça m'a montré à quel point j'avais le pouvoir d'accepter ce qui m'arrive, puis comment est-ce que je peux arrêter de résister au challenge de la vie. Et fait que ça m'a beaucoup servi, puis pendant 1 an, facilement, c'est resté ancré en moi. Puis là, après une longue période sans méditer ou sans pratiquer Vipassana, ben, ça finit par s'estomper. Dans le meilleur des mondes, j'y retournerai à chaque année pour garder ça actif en moi, parce que c'est tellement un outil formidable. Puis j'ai même pas eu besoin de continuer à méditer après. J'ai essayé, mais j'ai trouvé ça vraiment difficile de garder ça comme habitude dans ma vie. Puis même sans l'avoir comme habitude, je trouvais que j'étais quand même capable de faire ressortir ces enseignements-là dans mon quotidien, puis l'utiliser. Puis ça m'a appris à être beaucoup plus patient. Je suis un go-getter, j'ai des idées, je veux que ça se passe tout de suite. Et ça met beaucoup de pression sur moi, sur ceux que j'aime autour de moi aussi. Puis quand je suis revenu de là, j'ai vraiment slacké la pédale. Puis je voyais plus l'intérêt de faire les choses plus lentement ou d'attendre quand c'est le bon moment pour les faire. Donc, pas tout faire en même temps. Donc, ça m'a servi beaucoup. Puis, je me demande, toi, penses-tu que c'est quelque chose que tout le monde devrait faire ou pourrait expérimenter? Penses-tu que c'est pour tout le monde? Je pense pas. Ça prend quand même un désir d'introspection puis de vouloir ralentir, comme tu dis, hein, tu as ralenti le rythme. Parce que 10 jours là-bas à méditer, t'as pas pas de bouffe à faire. Donc, tu es vraiment avec toi-même. Puis il y en a que ça peut faire peur, là. Parce que beaucoup de gens à qui j'ai parlé, je vais y aller, mais je choke. Ils ont peur, on dirait, de se retrouver avec eux-mêmes pendant 10 jours. Fait que c'est pas pour tout le monde, mais je pense que tout le monde devrait le faire. Mais comme dans toute chose, il y en a que c'est pas pour eux, là. Non, puis c'est pas tout le monde qui se retrouve à le faire, mais... Quand faut que tu sois prêt. Ouais. Quand l'élève est prêt, le maître se présente. Donc, il faut que tu sois prêt pour ça. Parce que, comme je disais tantôt, ça fait 2-3 ans que j'y pensais. Puis avec Lise, ça ne fitait pas. Elle n'était pas disposée à y aller. Puis moi, je m'interdisais, en guillemets, de y aller parce qu'elle venait pas. Je me disais, mon expérience ne sera pas totale. Je vais penser à elle. Je vais me dire, j'aurais peut-être dû rester à la maison. Fait que tant qu'à aller là-bas puis avoir l'esprit accaparé, j'ai décidé d'attendre. Ouais. Puis, la vie le timing est quand même important. Là. Exact. Ouais. J'ai été chanceux quand je suis parti de ressentir une pleine permission de ma conjointe que je laissais avec notre petit d'1 an. Là. Okay. C'était quand même un gros défi pour elle, mais je me sentais vraiment autorisé d'y aller. Puis c'est arrivé dans un moment dans le business où j'étais un peu entre 2 projets, où j'avais pas l'impression de partir avec le travail sur mes épaules. Parce que si ça avait été le cas, j'aurais trouvé ça beaucoup plus difficile. De partir en laissant un feu à la maison, entre les mains de mon associé ou quelque chose comme ça, ça aurait été totalement différent. Donc, c'est sûr que le timing est quand même important. Exact. Ouais. Faut que tu te sentes disposé. Autorisé, disposé. Ouais. Puis, un truc que j'ai vécu de très cool, c'est une connexion. Je ne sais pas si tu l'as vécu avec les gens autour de toi. J'imagine pour toi, c'était un peu ça aussi. On avait une place assignée dans la grande salle où on méditait. Donc, je méditais toujours avec les mêmes personnes autour de moi.
Et avec certaines personnes, il y a une connexion qui s'est formée. Après 10 jours de respirer un à côté de l'autre, tu finis par être réceptif à leur énergie. Puis il y en a avec qui l'énergie passait comme bien, même si on ne se parlait pas, même si on ne se regardait pas. Là, ils recommandent de même pas se regarder dans les yeux, de vraiment rester à l'intérieur de soi-même. Puis il y a un gars en particulier, on s'est parlé quand la méditation a terminé au bout de 10 jours, puis il y a une vraiment forte relation qui s'est créée, puis c'est encore un bon chum aujourd'hui, puis on se voit régulièrement, puis on est comme devenus amis dans le silence. Quelque chose que j'ai trouvé quand même spécial. Ça n'a pas été aussi fort que ça, mais oui, des fois, on connecte avec du monde dans la salle. Là. Il y en a qui sont plus bruyants, il y en a qui sont... on est plus connectés d'un point de vue âme avec eux, surtout ceux qui sont proches, là. Fait que, oui, j'ai connu. Tu manges, tu sais, la table à manger, c'est tout le temps les mêmes personnes aussi. Fait que tous tes repas, tu les prends. Oui, ça, normalement, tu essaies de changer, là, mais c'est sûr que tu peux aller à ta place, que tu te sens bien, puis tout le monde prend sa place un peu, mais idéalement, tu peux aussi bouger. Il n'y a rien qui interdit de bouger. De changer de place, en fait. Là, mais toi, peut-être, tu étais confortable à cette place-là. Dans mes souvenirs, c'était attitré, mais même la place comme telle, ça n'a jamais bougé pendant le 10 jours. Pas nous autres. Okay. On pouvait varier. Puis moi, ce que j'aimais faire, c'est dans mon côté énergétique. Avant chaque méditation, j'arrivais dans les premiers, puis je faisais le tour de la salle. Je me promenais à travers les installations de chacun pour aller filer l'énergie. Puis je faisais le tour de la pièce 2-3 fois pour sentir le nous. Ouais. Le nous qui était... Parce qu'on médite tout seul, mais on est tous ensemble pareil, là. Tu sais, quand on a 50 qui méditent ensemble, il y a comme un nous quand même qui s'installe. Fait que je me promenais dans le nous. Et tout ça, puis c'était cool, ouais. Capter l'énergie de la salle et des gens qui s'en viennent. Ben, ça devient palpable parce que t'as pas d'autres distractions, tu deviens très sensible à ces choses-là quand tu parles pas, travailles pas, t'es complètement juste dans tes sensations. Puis tout est fait pour tasser l'ego, hein? Je sais pas si tu es, mais comme tu disais, tu regardes personne dans les yeux, tu parles à personne, tu touches à personne, il y a les gars d'un bord, les filles de l'autre, fait que t'as pas de distraction potentielle. Fait que l'ego est vraiment tassé là, de côté, puis les émotions aussi, évidemment. Là, quand il n'y a pas d'ego, il y a moins d'émotions. Donc, ça, c'était bien aussi. Je suis bien content que tu l'aies fait. J'aime ça entendre des récits de Vipassana. Là. On n'entend pas si souvent c'est ça. Rare. Puis je trouve ça tellement extraordinaire. Là. À refaire. Cool. Moi aussi, je veux le refaire. C'est certain. Je suis curieux de savoir... Je pense que j'ai jamais bien cerné ton histoire entre du moment où tu étais un ingénieur, parce que tu as une formation d'ingénieur. Est-ce que tu as pratiqué à titre d'ingénieur? J'ai mon jon, j'ai mon titre. Là, je ne suis plus ingénieur. Je ne peux pas dire que je suis ingénieur, mais j'ai été ingénieur pendant 9 ans dans la construction. Mais je n'avais pas une job d'ingénieur en tant que tel. Tu sais, je signais pas des plans ou je faisais pas des structures. J'aurais pu faire la même job sans avoir le titre d'ingénieur. Puis, en fait, j'étais estimateur. Dans la finition de béton. OK. Ça, c'est à l'âge de l'université? Tu as sorti de l'université? Ça, c'est de 1999. T'étais-tu au monde? Oui. Ouais, c'était pas vieux. Donc ça, c'est à partir de entre 99 et 2008. Fait que pendant ces 9 ans-là, j'ai travaillé dans la construction. Puis à partir de 2008, c'est là que j'ai décidé de faire le grand saut puis de quitter mon emploi, qui était un bon défi quand même, là, tu sais, quand tu as une job avec ta conjointe et tout ça. Dans le sens donc, tu as travaillé comme ingénieur en sortant de l'université, c'est ça? Oui. Donc, première vraie job, techniquement. Tu avais été universitaire avant ça, tu avais peut-être eu des petits jobs d'étudiant, là. Puis 9 ans après avoir démarré ta carrière, c'est là que tu as fait le saut. Oui. Puis avant ça, t'avais-tu eu des petites expériences d'entrepreneuriat, des projets sur lesquels tu avais travaillé ou c'était la première fois? Mes investissements à moi. OK, donc tu avais commencé à investir dans l'immobilier déjà. Oh oui, je devais avoir une 60aine de portes quand j'étais ingénieur à temps plein. OK. Fait que j'étais ingénieur à temps plein, puis à travers ça, j'avais acquéri peut-être une 15aine d'immeubles. OK. Des petits immeubles, là, des duplex, des triplex, un 6, un 8. Donc, 60aine de portes à Sorel, sur une 15aine d'immeubles en tout. À travers ma job d'ingénieur, à travers le club. Qui me manquait, ça. Oui, à travers le club aussi que j'aidais M. Lépine à ce moment-là. OK. Et c'est pour ça, en fait, moi, j'ai fait de la transition. Peut-être que tu t'en souviens pas dans le témoignage que j'ai partagé, mais je suis passé de 5 jours à 4 jours pour le même salaire. Après, à 3 jours pour le même salaire. Puis à 2 jours pour le même salaire. Fait que j'ai fait 5, 4, 3, 2 en l'espace de 2 ans, 2 ans et demi. Et c'est là, à partir à 2 jours semaine, je me disais... Avec le même salaire? Oui.
Certains pourraient dire que c'est une transition pas trop pénible. C'est une belle transition. Ben oui, Moi, je voulais vraiment. avoir du temps. Je voulais pas avoir de l'argent. Je savais que c'est le temps qui peut te permettre de faire des belles transactions, puis d'investir, puis de devenir riche. Échanger du temps contre de l'argent à une job, c'est pas payant, tu sais. Fait que moi, je voulais avoir du temps pour continuer à acheter d'autres immeubles. OK. Ouais. Donc, tu avais quand même déjà une opération en dehors de ta carrière. Puis, donc, le saut, techniquement, tu l'as fait quand tu as acheté ton premier immeuble. C'est ça qui t'a permis éventuellement de quitter ta job d'ingénieur, puis de les accumuler. Ouais, les premiers pas sont importants. Là. C'était un Ouais. terrain, en fait. C'est un terrain, Ouais, l'immeuble, c'était en fait, j'ai acheté 3 terrains pour commencer. OK. J'ai commencé avec 3 terrains, 3 alligators qu'on appelle. Hein, des actifs qui grugent tes revenus. Parce que, qui ne génèrent pas de revenus. Exact. Fait que 3 terrains, puis après un duplex et tout ça, quand j'ai rencontré M. Lépine en 2001. Fait qu'avant même d'être au club, j'avais commencé un petit peu avec 3 terrains. OK. Ouais. Puis est-ce que c'était quelque chose qui était déjà dans ta famille de faire ça ou c'est que tu es le premier de t'aligner à... Mon parrain, à l'époque, des années 80, fin 80, il y avait 45 logements à Sorel. Puis il était bien installé d'un point de vue immobilier. Là, tu sais, c'était solide son affaire. Donc, ça m'a inspiré. Mais ça a inspiré aussi mon père, mon père, c'est un menuisier, menuisier charpentier. Donc, mon parrain a fait acheter un bloc, en fait, à mon père. T'sais, on a souvent ça, là, hey, essaye-les, tu vois, c'est bon. Puis là, mon père l'avait essayé. Justement, il l'avait essayé. Il avait acheté un 6 logements, puis c'était pas pour lui. Fait qu'il l'avait revendu par la suite. Fait que mon parrain était déjà là-dedans. Mon père était dans la construction, tout ça. Il avait acheté un immeuble. C'est un petit peu ça qui m'a comme inspiré. Puis aussi, mon désir d'indépendance financière. Là, quand on est jeune, on aspire à l'indépendance financière. Donc, quels sont les moyens? On n'a pas 56, là, pas 56 moyens. Donc, l'immobilier, c'est un des plus solides. Puis dans ce temps-là, donc, ça fait une vingtaine d'années? J'ai commencé en 99, 25 ans. Puis 9 ans plus tard, à peu près, t'as lâché complètement ta job pour faire ça à temps plein. Donc, give or take, 15-20 ans. Là. Est-ce que c'était autant un go? Je pense pas. C'est vraiment toi qui as amené ça dans notre culture populaire, l'indépendance financière avec l'immobilier, toi puis Jacques. Ben, c'est Jacques, puis c'est d'autres avant aussi, mais oui. C'était déjà aussi véhiculé dans ce temps-là? Oui. Robert Kiyosaki, qui a fait Père riche, Père pauvre. C'est quand qu'il a écrit Père riche, Père pauvre? Ça doit faire 30 ans. OK. Une trentaine d'années. Ouais. Fait que c'est déjà inculqué. C'est pas nouveau comme concept, mais on veut tout aspirer à ça, tu sais. Ben, pas tout, c'est pas vrai, là. C'est pas tout le monde qui fait aspirer à ça, mais si tu as des ambitions un peu, c'est sûr que tu veux arrêter d'échanger ton temps contre de l'argent. Tu veux que l'argent travaille pour toi. Fait que l'immobilier, c'est une belle façon de le faire. Donc, on disait... Donc, ta vision, c'était de faire le maximum d'immobilier pour te racheter le plus possible ton temps et d'avoir cette liberté-là. Tu as été capable de le faire, puis tu as joint le club quelques années après. Ah non, en 2001. Moi, je veux dire, tu as joint l'organisation du club ou la direction du club. OK, ouais. La direction, c'était... En fait, le club a été acheté en 2016. Okay. Les procédures avaient commencé quelques années avant. Mais j'étais déjà implanté quand même avant même le début de la transition. Là. Pas aussi intensément, mais j'étais là quand même depuis le début. Depuis 2001, je suis là. Comme bénévole au début et tout. Là. Donc, en passant, je ne sais pas si tu savais, mais depuis que j'ai fait ma première soirée de réseautage à Montréal en 2001, avec M. Lépine, on était comme 12-13. Hein. J'en ai jamais manqué une. Wow! J'ai jamais manqué une soirée de réseautage à Montréal. Incroyable. Ouais. Fait qu'on est engagé, hein? Complètement. Je suis même parti de Floride à un moment donné. Aller-retour, juste pour venir animer la soirée puis repartir le lendemain, tu sais. Juste pour être sûr que je manquais pas ma soirée. C'est comme... C'est une obligation que je sois là. Ça démontre beaucoup, puis ça explique le succès du club. Je sais pas dans quelles années, mais mon père était au club. C'est Jean Saucier, je sais pas si tu te rappelles de lui, qui était impliqué dans le club à l'époque. Je l'ai vu récemment, Jean Saucier. Là. Ah ouais. Jean Saucier, c'était un partenaire de mon père dans les flips. Puis j'ai fait du cycle-ball pendant quelques années avec Jean. C'est lui qui avait invité mon père à venir dans les mensuels. Mon père avait éventuellement fait la formation. C'est quoi le nom de ton père encore? Pierre Brunet. Oui, OK. Ouais. Tu te souviens? Oui. Wow. Ouais. Ça fait un bout quand même. Puis il est moins le genre à se présenter à tous les mois, mettons. Il est assez plus introverti.
Donc, c'est de même, j'ai entendu parler du club la première fois. Puis dans ce temps-là, je pensais même pas à l'immobilier, là, mais ça fait quand même longtemps que j'en entends parler. Ton indépendance financière, l'immobilier, probablement tu l'avais déjà amené, rendu là. Pas en 2008. Pas en 2008? En 2008, ça me prenait de l'argent à court terme. J'avais pas assez d'immeubles, parce que les immeubles que j'avais à ce moment-là étaient financés. J'ai acheté beaucoup sans comptant. Ouais. Ils étaient financés au maximum. Cash flow, t'as pas assez présent pour être capable de dire je lâche tout puis je vis de mes immeubles. J'ai dû faire des flips. C'est à ce moment-là que je me suis mis à flipper une trentaine d'immeubles, là, de petites maisons, de duplex et tout ça, pour rentrer du cash. Mm-hmm. Parce que là, t'as plus de job. Tu mets un X, tu mets une croix sur des revenus. Puis là, tu te lances à temps plein, ça prend des flips. En tout cas, dans le contexte de l'époque, là. Ouais. Peut-être qu'à ce temps, tu achètes un 24, tu l'optimises, tu le refinances, puis tu sors du cash, puis tu vis avec ça pendant un bout. Mais à ce moment-là, c'était plus des flips. Donc, j'avais pas l'indépendance financière à ce moment-là. C'était vraiment, Donc, c'est les flips qui t'amenaient du revenu. Ouais. Puis les immeubles, c'était plus pour le long terme. Puis de joindre le club éventuellement, t'impliquer autant dans le club, c'était quoi ton objectif derrière ça? Ou qu'est-ce que ça t'apportait d'être aussi impliqué dans le club? Ben, beaucoup de fierté à aider du monde. Mm-hmm. Ben, c'est ça le but premier du club. Là. C'est créer du réseautage. Ben, en plus, vous êtes un produit du club, toi puis Cédric. Donc, c'est de transmettre le savoir aux autres pour qu'ils puissent prendre ça puis atteindre eux autres même leur indépendance financière. Puis ça, c'est une fierté quand on voit des gens, des gradués qui passent, comme tu es passé au lunch, puis peut-être dans une soirée de réseautage éventuellement, de voir ces gens-là qui performent, qui sont heureux là-dedans. Ça, c'est la plus grande richesse. Puis c'est un début du club, là. Fait que c'est ça qui t'a nourri tout au long de ton implication dans le club. Encore maintenant, parce que si je pourrais faire juste de l'immobilier à temps plein, parce que je mets quand même beaucoup de temps dans le club, je ferais de l'immobilier à temps plein, je mourrais bien plus riche. En tout cas, avec beaucoup plus d'argent. Peut-être pas plus riche, mais je mourrais avec beaucoup plus d'argent que si je drive un club. Je mets beaucoup de temps là-dedans, mais je vais faire quoi avec des paquets de millions, mais je meurs, tu sais. J'aime autant redonner tout de suite, puis de voir le fruit de mes efforts à travers d'autres personnes qui réussissent. Hein. Puis t'adores enseigner, t'es un bon pédagogue. J'ai étudié sous toi, tu m'as enseigné beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours connu en toi, enseigner, ou tu l'as découvert dans le club? Toi, tu connais pas mon histoire, mais avant, moi, je parlais pas devant le monde, là. Tu sais, M. Lépine, il nommait mon nom, puis j'allais me cacher, là. J'étais très introverti. Okay. Je le suis encore, là, je suis réservé, tout ça. Je ne vais pas sauter au plafond. Mais je parlais pas devant le monde. Là. Puis, je te raconte une petite anecdote. M. Lépine avait parti son coaching. On était rendu au groupe numéro 2. Moi, je faisais partie du groupe numéro 1. Puis, au groupe numéro 2, un an plus tard, après que je l'ai suivi, il m'appelle, il dit « Hey, demain, j'ai un cours d'inspection. Puis l'inspecteur, il a une pneumonie ou je sais pas trop. Il dit « Il peut pas être là. » Puis là, j'ai comme 30 personnes dans le groupe. Puis il dit « Il faut que tu donnes le cours. » C'est comme, je parlais pas devant le monde. Puis j'ai pas de PowerPoint, j'ai rien. Il dit « Ah, je t'envoie le PowerPoint. Regarde-le à soir, puis tu donneras le cours demain. » Je dis « Ben, j'y pense, puis je te reviens. » Fait que je raccroche. Puis là, j'étais avec Lise à ce moment-là dans le camion. Elle dit « Ah ouais, c'est là ta chance, tu sais. » Fait que c'est un petit peu grâce à elle que j'ai comme sauté là-dedans. Puis là, ça a fait son chemin par la suite, mais au début, on parlait pas devant le monde. Là. C'est le jour et la nuit. Comme quoi, on peut tout évoluer et grandir là-dedans. Là. J'ai encore du chemin à faire, comme tout le monde, mais un bon bout de fait. Je serais curieux de t'entendre parler là-dessus, d'un introverti à un autre. Puis on entend beaucoup que un introverti va voir son énergie va se faire tirer quand il est entouré de beaucoup de monde, contrairement à un extraverti ça va lui donner de l'énergie. Ça va le nourrir. Ça va le faire te faire encore plus longtemps dans la soirée. On parle d'un réseautage, par exemple, tandis qu'un introverti comme moi, ça me draine. Même si je vais triper, là, je suis brûlé après. Là. Puis, tu sais, enseigner, faire le podcast... toutes les choses qui te demandent d'être devant le monde, ça peut tirer de l'énergie pour un introverti. Est-ce que toi, ça te tire encore de l'énergie? C'était le même au début. Puis tu as passé par-dessus ça? Oui, j'ai transmuté ça. J'ai transmuté ça dans les soirées de réseautage. Au contraire, ça m'alimente. C'est pas pour rien, j'en ai jamais manqué une. C'est que c'est du gaz que je vais chercher.
Je vais chercher l'énergie sans être mesquin, mais je vais chercher l'énergie d'un petit peu tout le monde. Là, Oui. on l'attire. Oui, au début, ça venait me gruger, mais maintenant, ça m'alimente. Il y a eu une transmutation en cours de route qui s'est fait à force de le faire. À force de baigner là-dedans, ben, ça devient plus naturel. C'est intéressant. Oui. Parce qu'au début, souvent, les gens vont être drainés, comme tu dis. Puis là, vu qu'ils sont drainés, ils arrêtent. C'est sûr que ça prend une volonté de passer à travers, travers ça, mais... C'est un gym. Comment? C'est un gym. Oui, c'est bon. À un moment donné, ouais. t'aimes ça aller au gym quand tu y es allé assez souvent. Ça finit par te donner de l'énergie. Puis quand t'arrêtes d'y aller, ça redevient difficile. Ah, moi, OK. Si tu manques le gym pendant une semaine et demie, là, soudainement, tu y retournes, puis c'est plus dur, puis ça te donne... T'as moins envie d'y aller, puis là, tu reprends le beat. Toi, t'as jamais arrêté. Tu pourrais pas savoir. Ouais. T'as écrit des livres. T'as écrit 4 livres. Yes. Le premier, c'était-tu les flips? Les flips, oui. Ouais. C'était quoi l'expérience d'écrire un livre? C'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Moi, j'adore lire, donc... moi, j'adore écrire. T'adores écrire? J'adore écrire. Par les mots écrits, je m'exprime beaucoup. On a le temps de les choisir. On a le temps de peser ces mots, justement, par écrit. Donc, c'est une belle expérience. En passant, c'est 200-300 heures écrire un livre quand tu t'y mets comme il faut. Surtout quand tu es perfectionniste, mettons, comme moi, là, dans l'écriture. Fait que je vais le lire, relire. Je pense que je vais l'avoir lu 25 fois, le livre, avant de le remettre à l'éditeur. Là. Quand que je lui remets, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est pas mal tout fait. Belle expérience. Ça ressemble à quoi ta routine? Mettons, à 5-10 heures par semaine, on parle d'un an, 200-300 heures. Toi, as-tu fait plus d'heures que ça dans chaque semaine? Ça t'a pris combien de temps à écrire ton premier draft, mettons, que tu as remis à l'éditeur? Ouais, quelques mois, là. Je suis plus un... Tu sais, quand c'est d'un point de vue écriture, j'ai OK, les prochains mois, je m'y mets, là. Je mets un crunch. Je suis pas à genre 10 heures par semaine, puis dictionnaire va être fait. C'est comme, OK, là, j'ai une plage de temps. On l'attaque. On l'attaque, tu sais. Peut-être 3, 4, 5 mois, là, tu sais. OK. Ouais. Quelques mois. Où est-ce que tu écrivais? Dans ton bureau? Dans des cafés? Ça ressemblait à quoi? Chez nous, surtout. Chez vous? Oui. Dans le salon, dans le divan, bien assis. Tous les jours? Non, tu sais, parce que des fois, je suis sur la route en train de faire des événements pendant une semaine. Quand je reviens une semaine plus tard, ben OK, là, j'ai 2 semaines de jeu. Il faut que je donne un coup, tu sais. C'est plus selon l'horaire, tu sais. Oui. Selon l'énergie du moment aussi, là. Des fois, c'est comme, tu as une plage horaire, mais tu le files pas, tu sais. C'est pas, je le ferai plus tard, ça. Mais en fait, j'en ai écrit 4, là. Oui. Oui. Puis, qu'est-ce qui a changé du premier au dernier dans ta façon d'écrire ou dans ta façon d'approcher l'idée d'écrire un nouveau livre? Ben, le premier, j'étais tout seul. Fait que c'est moi puis moi-même. Le deuxième, c'est avec M. Lépine. Fait qu'il y a une collaboration. Le troisième, c'est avec Jean-Philippe Claude, collaboration. Puis le quatrième, c'est avec Jean-Pierre Dussault puis Gilles Laferrière. Fait que double collaboration. Puis c'est toi qui lidais un peu plus les projets? T'aimes écrire, c'est peut-être plus ton thing, ou c'était vraiment une collaboration pure? Mix de tout ça. OK. C'est sûr que Jean-Pierre puis Gilles, c'est quand même des gens qui ont... Jean-Philippe aussi, là, tu sais, M. Lépine aussi, mais tout ça veut dire que avec Jean-Pierre puis Gilles, ils voulaient s'impliquer beaucoup dans la rédaction. Ouais. J'en ai fait un petit peu moins avec eux autres. J'ai fait moins de rédaction un peu pour leur donner l'expérience de l'écriture, puis me faire d'autres choses de mon bord. Là. Je faisais d'autres choses pendant ce temps-là. Mais, ouais. Les 4 ont été complètement différents. Là. C'était-tu difficile à pitch à l'éditeur d'écrire un livre, ou à chaque fois, vous aviez déjà un beau bassin, ça se faisait assez bien? Ça se fait bien parce que le premier, tu sais, c'est M. Lépine qui m'a fait rentrer chez Un Monde Différent. Fait que quand tu as une référence, quand que M. Lépine dit à l'éditeur, ben, tu sais, il y a un livre, un beau sujet, puis ça va pogner, l'éditeur, il fait confiance, tu sais. Fait que ça fait ça de rentrer. Déjà un beau stage en partant, donc... C'est les contacts, hein. Quand tu rentres chez un éditeur, là, c'est beaucoup les contacts. Fait que là, j'en ai fait un qui est vendu comme quasiment 25 000 copies quand même. Mon livre des flips. Fait qu'en cours de route, j'aurais un deuxième, puis je pense que ça va être bon aussi. Ben, c'est plus facile, tu sais. Coup, t'es rentré. Il reste à trouver le bon sujet, tu sais. Puis c'est-tu payant d'écrire un livre? Est-ce que tu as fait de l'argent avec ça pour le temps que tu as mis là-dedans, ou c'est vraiment plus comment ça te permet de rayonner, ou c'est vraiment
purement un don pour toi d'offrir ça au public? Si tu prends l'aspect du livre purement, c'est pas très payant. Non. OK. Parce que, tu sais, quand tu passes par un éditeur, l'éditeur se prend une cote, l'imprimeur se prend une cote, le distributeur se prend une cote, le libraire se prend une cote, l'auteur se prend une cote. Il te reste peut-être 2-3 piastres, tu sais, au bout. Fait que, mettons, 25 000 copies à 3 ça fait 75 000. Pour avoir mis, mettons, c'est quand même pas si pire, mettons, j'ai mis 300 heures. Mais c'est pas avec le livre que tu fais de l'argent, c'est avec les retombées, là, tu sais. Combien de cours de flip qui ont été vendus à cause du livre, grâce au livre? Tu sais, admettons, quand il s'en est vendu, je dis n'importe quoi, mettons, 2000 à 200 Ah. Puis sur les 2000, s'il y en a 200 qui ont pris le coaching à 5000, fait que c'est une carte de visite, c'est une porte d'entrée, c'est une entrée de funnel pour amener à un coaching éventuellement. Fait que c'est pas payant d'un point de vue juste le livre, mais ce que ça rapporte en retombée, c'est là que ça se passe. Complètement. Puis il y a une notoriété aussi, puis il y a une fierté personnelle. Comme, beaucoup de gens veulent écrire un livre, tu sais. Fait que c'est ça. Ouais, c'est une belle expérience que tu as vécue. Puis marketing-wise, c'est un très, très bon move, là, c'est sûr. J'en ai donné des livres. Souvent, j'ai donné des livres à du monde, tu sais. Hey, je t'ai vu en Facebook. Ah, tiens, voilà un livre. Ça nous a coûté une couple de piastres, mais si ça change sa vie à la personne, tu sais. Elle lit ça, puis elle est partie, elle vient une soirée, elle prend le coaching, puis elle se ramasse avec 200-300 portes dans 10 ans, ben, des fois, c'est juste un petit élément déclencheur, tu sais. Ça peut, tout à fait. Puis t'as dû le voir souvent. Oui. T'as-tu une histoire en particulier d'un petit grain d'espoir ou de petits conseils que tu as donné que tu as vu exploser après? Il y en a plein, mais ça serait dur de dire lequel. Il y en a plein. Là, je pense à Magali qui est venue, Magali Cuvillier qui est venue récemment. Tu sais. Je répète souvent la même affaire, mais au début, elle connaissait rien. Là, tu sais. Elle était complètement dans un autre monde. Là. Elle était dans son affaire de Colombie. Puis elle l'a bien raconté dans son témoignage il y a 2 mois. Comment ça s'est passé. Puis comment est-ce qu'elle était habillée même quand elle est rentrée dans le premier mensuel. Puis comment est-ce qu'elle a découvert ce monde-là. Elle partait de zéro complètement. Là. Fait que ça en a eu un exemple. Il y en a plein. Là, tu sais, elle, au début, c'était rien. Elle connaissait rien. Puis elle est partie. Tu sais, c'est ça que je te disais tantôt, c'est ça la beauté de la chose du club, c'est que on donne, puis il y a des gens qui prennent ça, puis ça change leur vie complètement. Là, ça, c'est le fun. Puis, tu sais, c'est une génération quasiment, du début des premiers cours que tu as pris à ceux que tu donnes aujourd'hui, ou vous donnez. As-tu vu une différence, sûrement, dans la façon que les gens aiment apprendre, puis comment est-ce que tu leur enseignes? Est-ce que tu as eu à mettre ça à jour ou c'est encore la même bonne vieille façon? C'est encore la même bonne vieille façon, mais tu sais, actualisé, là. C'est sûr que les gens consomment beaucoup maintenant de vidéos. Il y a beaucoup de choses gratuites. Maintenant, là, tu sais, sur Facebook, sur YouTube, les podcasts, justement, que tu fais là, tu sais, il y a plein de choses maintenant qui est gratuit. Mais il en demeure pas moins que, à un moment donné, si tu veux te lancer, là, si tu veux écouter des affaires gratuites, c'est correct aussi, mais ça te prend un suivi, ça te prend un contact régulier avec quelqu'un, selon moi. Là. Fait que c'est encore la bonne vieille méthode du présentiel, malgré qu'on fait plein de cours à la carte en préenregistré, mais le présentiel, surtout en immobilier, là, c'est qui tu connais, tu sais. Qui connaît qui, fait que l'importance de... Bâtir ce réseau-là. Oui, bâtir le réseau, puis ça se bâtit plus solidement, tant qu'à moi, en présentiel qu'en virtuel. Je suis tout à fait d'accord. Ça ne changera jamais. Puis j'entendais d'un coach, à un moment donné, parler, il avait déjà fait le test d'offrir ses cours gratuitement, puis versus ceux qui étaient payants, puis il a fait le test pour le fun. Puis c'était le même cours. Puis il mettait beaucoup de valeur dans son cours. Mais il l'a testé à le donner gratuitement pour voir, tu sais, la différence. Puis l'engagement n'est pas du tout le même. Quand tu payes, c'est un engagement que tu te fais envers toi-même. C'est un risque que tu prends, c'est un sacrifice que tu fais. Puis quand tu sacrifies quelque chose pour quelque chose, normalement, ça devient sacré. Tu lui donnes de la valeur. Exact. Puis de s'embarquer dans un programme qui va prendre du temps, qui te demande des ressources financières, ça vient un peu garantir tes résultats. T'sais. Ça vient un peu... Ça augmente tes chances que ça amène des résultats. Oui. Puis tu sais, si tu n'es pas prêt à débourser de l'argent pour te former, pour acheter des immeubles à 1 million, 2 millions, 3 millions,
lance-toi pas là-dedans. Là, si ça te bloque, le 5000, mettons un exemple, si 5000 te bloque pour faire de l'immobilier, fais pas d'immobilier parce que ça va des. Tu sais, les chiffres sont gros. Là, oui. Puis faire un bon coup, ça rapporte des centaines de milliers. Puis faire une erreur, ça te coûte des dizaines de milliers. Les chiffres sont gros, fait que... Je te l'ai dit tantôt, je l'ai tellement référé souvent, votre cours, parce que pour le prix que c'est chaque cours, tu sais, c'est 10 cours, je sais pas si c'est encore 10 cours, mais chaque cours vaut ce que tu as payé pour la formation en entier, pour les erreurs que tu feras pas, le temps que tu vas sauver. Les mises de fonds réduites que tu vas faire. Créer une compagnie que tu n'aurais pas dû créer, faire des petits détails qui vont te coûter une couple de mille à chaque fois, c'est des erreurs que tu ne feras pas, le temps que tu ne mettras pas là-dedans, les bons partenariats que tu risques de créer ou les mauvais partenariats que tu pourrais former. Les deals sur que les tu peux mauvaises trouver bases. aussi, que tu peux te transférer. Comment trouver des deals, les financements, etc. Ça un no-brainer. C'est un métier, l'investissement immobilier, puis il faut se former. Ça dépend de... Si, mettons, tu peux être un investisseur passif qui met son cash là, puis son rendement, puis tu fais d'autres choses pendant ce temps-là. Mais si tu veux être un investisseur actif, en faire une carrière, c'est sûr que tu es obligé d'être formé. Là. Puis encore là, il y a même du monde, des fois, qui sont au club, qui sont des investisseurs actifs, puis ils exigent que leur investisseur, leur partenaire passif, faisons attention aux mots, ils exigent que leur partenaire passif prenne le cours quand même pour qu'ils comprennent qu'est-ce qui se passe, parce que sinon, des fois, les passifs ne comprennent pas ce qui se passe, puis ils pognent les quételles, puis ils ont peur, puis là, ils veulent leur cash, puis ils n'ont pas compris la mécanique. Fait que ça, j'ai une couple de gens du club qui exigent que les passifs soient formés. Les investisseurs éduqués, ça fait des bien meilleurs investisseurs passifs. C'est sûr. Est-ce que tu vois une différence dans les étudiants, une génération plus tard, qui entrent dans le programme, les attentes? Ils sont plus jeunes. Plus jeunes? Oui, on a de plus en plus de jeunes qui viennent. On a un volet justement pour les 12-18, mettons. Ouais. Puis les jeunes sont quand même assoiffés, mais souvent, ils veulent faire ça vite. Ils n'ont pas toute la patience. Ceux qui ont la patience, c'est solide, ça va bien, mais souvent, c'est comme... Il faut que je fasse ça en 90 jours. Ils ont vu ça à des places, là, devenir investisseur en 90 jours. Okay. Puis, c'est pour ça que tu disais ça tantôt. Oui. Ah oui. Fait que les jeunes, ça prend ça vite, là. C'est comme... Ils sont sur la consommation rapide, puis ils n'ont pas le temps là, d'attendre. Mais en immobilier, comment est-ce que vous contournez cet obstacle-là à travers les formations? Dans notre discours. Tu l'as entendu, l'immobilier, c'est un marathon et non un sprint. C'est pas... tu ne deviens pas, en fait, riche overnight, là, tu sais. Fait que c'est le temps qui fait son effet. Fait que c'est l'éducation qu'on fait, là, expliquer que la plus-value se fait dans le temps, puis la capitalisation se fait dans le temps, puis la somme des deux fait l'enrichissement. Ben, un coup... Tu sais, quand ils arrivent, ils sont pressés, mais à un moment donné, là, ils comprennent qu'ils ont du temps devant eux. Là. Surtout, il y en a des jeunes de 20 ans, là, c'est merveilleux. Je ne sais pas, t'as quel âge, Léo? J'ai 31. 31, t'es encore jeune. T'as commencé avec nous autres à 25 à peu près, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'est les jeunes qui catchent que c'est le temps qui fait l'effet sont en bonne position. C'est ça qu'on disait tantôt. Tu disais, il faut être patient, hein, quand on jasait avant de commencer. Il faut être patient en immobilier. Mais ça peut se faire vite aussi. Ça peut se faire vite, mais... Oui, puis il y en a qui font ça extrêmement rapidement. Oui, des fois, ça fait ça aussi rapidement. Il y en a qui se cassent les jambes aussi. Il faut être prudent. C'est des gros investissements. Puis le but, comme on dit, c'est pas de faire ça rapidement. C'est un outil pour la vie, l'immobilier. Là. C'est pas une source de revenus à court terme. Il ne faut pas le voir de même. Ça peut l'être, mais... Ouais, ça dépend de ta stratégie. Il y en a qui font des chalets locatifs, puis ramassent du cash flow. Il y en a qui font des flips, ramassent du cash. Mais c'est sûr que la puissance est dans accumuler des immeubles dans le temps. Mais il faut être prêt à il faut être prêt à faire d'autres choses pendant ce temps-là, parce que vivre de ces immeubles, ça prend beaucoup de portes. Ça prend combien de temps? C'est quelqu'un qui n'est pas dans l'immobilier encore, puis qui t'approche, puis qui veut savoir réalistiquement combien de temps ça prend avant d'être capable de faire 100 000 $ net par année en investissant dans l'immobilier si je pars de zéro. Là. Il y a plusieurs réponses, parce que ton premier flip peut te le permettre de le faire. Tu sais. Non, mais passif, là, quelque chose qui est récurrent. Tu sais, vivre de ça, pouvoir te retirer sur un 100 000 par année. Au moins pour 5 ans. Là, tu sais. 5 ans. Tu sais.
Ça dépend de la qualité de tes portes, la rentabilité de tes portes, le type d'investissement, combien tu mets de cash aussi. Mais tu sais, pensez, mettons, à 5 ans, là, en étant réaliste. Là. Premièrement, la première année, c'est de se former. Choisir un secteur, le découvrir, devenir un king du secteur, étant donné que pour un an, tu sais, ben, c'est sûr qu'ils vont le faire en 2 mois, là, mais tu pars de zéro, puis là, il faut que tu te formes, tu apprennes tout ça. La première année, c'est de l'apprentissage. Là. Mais après, faut que tu passes à l'action et tu en achètes des immeubles. Là. Puis ça veut pas dire parce que tu en veux 50 portes par année que tu vas être capable d'acheter 50 portes. Ça se peut que ça soit plus long. Fait que moi, en étant réaliste, mettons un 5 ans, là. Tu sais, Magali, elle a fait, je pense, elle a fait en 4 ans, tu sais. Ça dépend aussi de ton train de vie. Parce que le médecin qui vient nous voir, qui gagne 500 000 par année, puis qui en dépense 495, ben, ça va lui prendre beaucoup de portes, contrairement aux jeunes étudiants de 22 ans qui restent chez ses parents, puis que sa voiture est payée, qu'il a juste besoin de 10 000 par année pour vivre. Lui, il s'achète un 8 logements, puis that's it, tu sais. Ça peut aller vite. Fait que, dans Père riche, Père pauvre, Cash Flow 101, ça dépend comment tu es enlisé dans Rat Race. Plus tu es enlisé avec des dépenses, puis tu es hypothéqué, plus ça va être du stock sorti de là. Fait que le plus tôt possible que tu fais de l'immobilier, mieux que c'est. C'est-tu le livre que tu réfères le plus? Sur vos livres, tu dois les référer quand même pas mal. En dehors de vos livres, tu dirais que ce serait quoi le livre que tu as le plus référé? Pour l'immobilier, mettons? Non. En général. Y a-t-il un livre que tu as référé beaucoup dans ta vie? Oui, c'est sûr que Père riche, Père pauvre, c'est un classique. Ça prend ça dans la bibliothèque. Ouais. J'aime beaucoup un livre de Darren Hardy, L'effet cumulé. Je ne sais pas si tu as écouté ça. Très, très bon. Atomic Habits, un autre classique, je dirais ça. Ben, la vie de M. Lépine, l'indépendance financière grâce à l'immobilier, c'est comme... C'est aujourd'hui encore. Puis il est en train de le rééditer là, pour l'actualiser en 2024. Fait que ça va donner un autre boost. Ouais. Je l'ai offert souvent. C'est un super livre. Sortons un peu de l'éducation. Attends, une dernière question par rapport à votre école. C'est quoi l'erreur que les gens font le plus souvent dans leurs 5 premières années que tu essaies le plus de corriger? Très bonne question, ça. Il n'y a rien qui me vient à l'esprit là, pour l'instant. L'erreur la plus fréquente que j'essaie de corriger. J'ai rien qui me vient à l'esprit. Elle est où là-dessus? Si tu y penses, on y reviendra. Ouais. Donc, parlons plus... Il y en a plusieurs, mais tu me demandes laquelle. Là, il peut y en avoir plusieurs. Si il y en a plusieurs. Pas une, mais il y en a plusieurs. Nomme-moi-en 2, 3. Ben, le fait d'être trop motivé à acheter, tu sais, c'est pas grave, tu sais, je vais l'acheter puis je verrai après, tu sais. Passer à l'action. Vérification diligente, tu sais, de faire une bonne vérification diligente, ça, c'est une erreur que les gens ils font souvent, ils skippent cette étape-là. C'est quoi, parce qu'ils sont motivés à acheter. Plusieurs étapes, le due diligence, y en a-tu une en particulier que les gens ils sautent ou ils négligent ou ils ne comprennent pas que c'est important? Il y en a qui négligent l'inspection. Quand tu es expérimenté, ça va. Tu as une expérience, ça fait 10 ans, tu fais ça. Tu dis, OK, je jasais avec Joël Martel, justement, il y a une semaine, qui a une belle expérience. Puis il a acheté un deal, il a passé devant tout le monde parce qu'il n'y a pas de financement, pas d'inspection, tout ça. Puis il y a une super belle transaction. Mais quelqu'un qui débute, qui va aller skipper l'inspection, ça peut faire mal, là, tu sais. Donc, la vérification diligente, c'est souvent une étape que les gens vont bâcler, malheureusement. Acheter juste parce qu'il faut qu'ils achètent, là, ça fait comme « ça fait 1 an, je fais le cours, puis je n'ai pas encore acheté, il faut que j'achète. » Puis là, ils vont acheter comme n'importe quoi, là. Dans le sens qu'ils vont être trop motivés, en fait, à acheter, puis ils vont descendre les gardes. Ça, on le voit souvent. Mettre trop de cash aussi, tu sais, faut être créatif, là, essayer de réduire les mises de fonds, comme vous avez fait si bien, coupe de shot, donc pour augmenter notre rendement. Donc, mettre trop de cash aussi. Ben, par les temps qui courent, c'est sûr que c'est un petit peu ça qui se passe. Là. Tu sais, les financements ne sortent pas aussi haut qu'on voudrait, puis si tu le veux, il faut que tu mettes plus de cash. Mais c'est une erreur que je vois, ouais. Je sais pas si c'est bon pour toi. Ouais. L'impatience. Ouais. Ça tourne un peu autour de l'impatience. Oui, c'est vrai. Si on fait tout ça, là, c'est l'impatience. Parce que l'autre a acheté, puis en fait, de sentir que
faut être comme le voisin. Là. Lui, acheter tant de portes, il faut que j'achète des portes. En fait, se comparer aux autres, puis devenir impatient, justement, c'est un bon résumé. Ouais. OK. Ouais. Je serais curieux de parler plus concrètement d'investissement immobilier. Toi, tu as beaucoup de temps que tu consacres à ton club, donc il t'en reste moins pour le consacrer à l'investissement. Donc, j'imagine qu'il faut que ça soit bien fait, puis il faut que tu sois plus dans le top 20 que dans le 80 quand tu fais des moves parce que tu as moins le temps d'en gérer beaucoup. C'est quoi que tu achètes aujourd'hui? Dans quoi tu investis? Ben là, les dernières acquisitions, c'est plus des plus gros multis. Là. C'est un 32. Pour moi, c'est gros. Là. Il y a du monde qui sont en train d'acheter 1100 portes d'un coup. Là. Ben, ça, c'est une autre histoire. Mais mettons un 32, un 23, un 12, un 16. En fait, des immeubles qui vont être capables de se faire gérer par le partenaire. Parce que moi, je ne gère plus. Okay. Fait que ça prend... tu achètes un triplex, pas très rentable de gérer ça. Donc le mid-market... 12 à 24. 12 à 24, du bois et briques. Oui, j'ai tout le temps été dans le bois briques, puis dans le résidentiel ça aussi. Change pas, il y a du monde qui s'en va dans le commercial, industriel et tout ça. Moi, ça a tout le temps été comme classique. Multi. Oui, multi. Okay. Facile de trouver un locataire. Il y en a un locataire qui quitte, tu le remplaces assez facilement. Là, dans le commercial, c'est d'autres choses. Ça peut être très payant, mais ton local peut être vide longtemps là, aussi. Donc, tout le temps des plus vieux immeubles avec un gros potentiel, du value-add, ou tu achètes plus du neuf ou récent? C'est plus vieux. Plus vieux. Ouais. T'aimes le potentiel de prise de valeur. C'est ça, mais il y a de l'argent à faire dans le neuf aussi. Là, mais... Fait que ça n'a pas changé. C'est encore la même stratégie. Malgré les changements dans les marchés, tout, ça demeure ta niche. Ouais. Puis tu continues à être satisfait par ce genre d'investissement-là. Oui, puis j'ai quand même rendu à 52 bientôt. Fait que là, on a vendu un 32. Ben, c'était rendu un 29 quand on l'a vendu, mais tu sais, il y a certains actifs qui vont peut-être disparaître du parc. Là, je suis en train de vendre une petite maison que j'avais achetée. Le 29 logements, on le vend en décembre. Ben, il est vendu, mais on va encaisser en décembre. Peut-être tranquillement, il va y avoir une couple d'actifs qui vont disparaître. Le temps passe, puis il faut profiter de la vie aussi. Là. Puis si tu recommençais, tu étais jeune, tu avais toute une business à développer devant toi. Tu étais moins à la fin de ton parcours, plus au début. Ce serait-tu aussi le multi-value add que tu attaquerais ou il y a d'autres marchés que tu explorerais? Non, je suis assez conservateur, moi, dans mes investissements. Okay. Comme je disais tantôt, le multirésidentiel, c'est une valeur sûre. Tu sais. Moi, je serais encore dans le multirésidentiel. OK. Ouais. C'est sûr que durant la pandémie, il y a eu la phase du industriel, là, les entrepôts, tout ça. Ça a été fort. Mm-hmm. Là, ça a baissé. Mais je suis plus conservateur. Conservateur prudent. Oui. Capable de prendre des risques aussi, là, mais tu sais, je ne vais pas exploser les risques inutilement. Là. Puis, c'est-tu tout pas mal dans le Grand Montréal ou t'en as un peu partout au Québec? Non, Grand Montréal. J'ai été éparpillé à un moment donné, là, trop éparpillé, là, mais là, c'est pas mal Montréal, Longueuil, Joliette. Puis si ça pouvait pas être dans ce marché-là que tu achètes, puis que tu achètes dans un autre marché, ça serait où? Y a-t-il un marché que tu ziotes, mais qui est trop loin? Non, en dehors du Québec. Rien. Non, mais il y a des gens, des fois, vont dire « Ah, moi, je m'en vais au Costa Rica, je m'en vais en République, en Floride, en Espagne. » Moi, j'aime ça être proche. Même si c'est pas moi qui gère, là, je trouve que des fois, justement, je jasais avec un couple d'amis, là, 2-3 jours, au restaurant, puis ils ont acheté un condo, genre en République dominicaine, je me souviens plus trop l'endroit, puis ils ont acheté ça sur plan, avec un courtier québécois qui leur a vendu ça là-bas. Puis c'est une super transaction, semble-t-il. Puis quand ça a été construit, ils ont acheté, en fait, leur condo sur plan. Puis là, ça a été construit. Puis à côté, il s'est bâti collé là, sur leur condo. Eux autres, il s'est bâti une tour. Puis c'est une discothèque, c'est un bar qui est là. Fait que le speaker du bar, il est comme collé sur leur condo. Puis impossible de dormir là. C'est comme...
Tout ça pour dire que des fois, quand c'est dans d'autres pays, il y a des techniques, il y a des choses que tu ne connais pas, des paramètres que tu oublies. Des fois, les titres de propriété ne sont pas clairs. Il y a des évidences pour nous qui ne sont pas garanties dans d'autres marchés ou d'autres domaines. T'sais, pour nous, c'est un genre d'urbanisme qui n'existerait pas à Montréal. Ils vont plus avoir tendance à fermer des théâtres parce qu'ils font trop de bruit que de bâtir une discothèque en plein quartier résidentiel. Fait que pour nous, on ne penserait même pas que c'est un risque, mais dans un autre marché, c'en est un. Donc, il faut être au quand courant même du marché. Faut le vivre avant de je pense, aller dans un autre marché. Je suis un peu frileux, moi aussi, par rapport à ça. J'entends beaucoup parler de la Floride. Mon associé, il passe souvent du temps en Floride. Sa famille sont rendus pas mal des snowbirds. Puis, tu sais, évidemment, on entend beaucoup de bonnes choses. On entend moins les mauvais coups, souvent. C'est la réalité des choses. Puis, moi, j'ai de la misère à m'exciter par rapport à un nouveau marché. Floride, c'est un petit peu moins payé. Là. On est dans le nord américain, plus standard, mais quand tu rentres dans des pays exotiques... Là, c'est sûr que là... Il y a des risques dont tu n'es pas au courant. Puis pourtant, il y a tellement de belles transactions ici à faire. Pourquoi tu es obligé d'aller à l'autre bout dans l'exotique? Je ne dis pas que c'est pas bon. Là. Je pense qu'il y a le rêve aussi d'avoir des résidences un peu partout. Puis pouvoir en jouir quand c'est pas loué, c'est moi qui vais y aller. Ça coûte presque rien. Là, je pense qu'il y a ce lifestyle-là aussi qui est intéressant. C'est pas purement de l'investissement. Est-ce que tu investis dans d'autres types d'actifs que l'immobilier? J'ai des placements passifs, là. Mais c'est immobilier. Mais c'est plus pour te diversifier qu'autre chose. Tu n'as pas un autre type d'actif qui te fait triper. Tu n'achètes pas de l'or. Pas de bourse, pas de crypto. Standard, immobilier. Okay. Cool. Puis, on a parlé de Vipassana tantôt, qui est un excellent outil pour prendre soin de son esprit, je pense. J'aime ça entendre parler de comment tu prends soin de toi dans la vie. Donc, tu me parlais un peu des défis go, go, go tantôt. Donc, est-ce que ça, c'est une façon pour toi de faire du sport de manière régulière tout en alliant du plaisir avec des amis, de garder du social dans tout ça? Donc, peux-tu me décrire un peu ce programme-là déjà? Je trouve ça intéressant. Moi, ça m'entend plus. En fait, le challenge Go, 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 c'est avec des membres du club on se réunit sur une plateforme qui s'appelle Challenge. Donc, la plateforme permet de faire des équipes de 4. Puis, chacun fait son exercice qu'il veut faire. Il y en a qui font de la natation, mettons, l'été. Il y en a qui font du jogging. Moi, je fais de la marche. Pour répondre à ta question, moi, c'est la marche. Toi, c'est la marche. 1, 2, 3 fois par jour de marche. Après les repas, je vais me faire une demi-heure de marche. Normalement, dans mon rythme de vie, tout ça. Fait que beaucoup de marche. Puis de la marche rapide, là, c'est pas de la marche... de croisière ou tortue, là, c'est intense. Là. Je monte ça des fois à 160 de rythme cardiaque. Là. C'est quand même assez intense. Quand même. Ouais. Fait que la marche, tu as de la misère à parler. Si tu parles, tu es essoufflé. Ouais. Fait que je fais quand même beaucoup de marche. C'est la façon de... pour moi, c'est du 80-20. Parce qu'une bonne marche rapide, premièrement, tu fais ça n'importe où, n'importe quand, pas d'équipement, une paire de souliers, il peut mouiller puis il va pareil. Fait que tu n'as pas de défaite de ne pas le faire. Je vais recommencer le vélo. J'ai déjà fait du vélo, je vais recommencer à faire du vélo. Je vais nager des fois au lac. Tu sais, j'avais des terrains que j'avais achetés à l'époque, il y a un beau lac, fait que je vais nager là des fois l'été. Essentiellement, c'est ça. Je ne suis pas un hyper sportif là, comme certains là, qui en font beaucoup. Là, mais ton but, c'est pas de faire 3 Ironman par année. Non, c'est ça. Mais je me garde en forme pareil. Physiquement, tu sais, je suis en forme. Là, cardio, santé aussi. Là, je fais attention à ce que je mange. C'est quoi tes règles d'or par rapport à l'alimentation? J'ai 21 points par rapport à l'alimentation. Je ne vais pas toutes les nommer. Là. Ah ouais, OK. Mais tu sais, la quantité que tu manges, à quel moment tu le manges, dans quel ordre tu le manges, quel aliment tu manges aussi, là, le type d'aliment, la qualité, es-tu bio ou pas bio, es-tu cuit, es-tu bouilli, es-tu frit? En tout cas, ça va loin, là, mais je fais attention à ce que je mange parce que c'est la base, là, ce qui rentre, c'est ce qui va créer le reste. Là. Fait que pour prendre soin de ma santé, c'est alimentation, exercice, gestion du calme avec la méditation. Donc, tu médites tous les jours? Presque. OK.
Depuis Vipassana, oui. Mais c'est vrai que le défi est plus grand qu'à Vipassana parce que là-bas, Ben oui, t'es dans un environnement idéal. Juste ça à faire. Là, tu arrives chez vous, ouais. Il y a de quoi qui sonne, tu penses à de quoi? Ah, c'est vrai, demain, il faut que je fasse ça. C'est un peu plus dur, mais j'arrive. Puis le reste, c'est le sommeil. Le sommeil que je dois un petit peu améliorer. Tout le temps. C'est les 4 piliers, en fait, pour moi, de la santé. Là. OK. Ouais. Puis je dis souvent qu'il faut mourir jeune. Mais le plus tard possible. Fait que mourir jeune, en santé et tout, mais ça peut être à 100 ans, ça sera merveilleux. Tu me gardes très toi, bien. Toi, comment tu te gardes en santé, toi? Ça tourne autour de ça. J'ai déjà consulté des naturopathes dans le passé pour parler d'alimentation. Donc, je fais très attention à ce que je mange. Je meal prep beaucoup aussi. Je meal prep beaucoup. Donc, je prépare ma bouffe pour la semaine. Ah, OK. Mes lunchs, mes soupers pour la famille. Ça sauve beaucoup de temps, d'argent. Puis aussi, ça me permet de faire des grosses bouffes santé. Je pense que pour manger santé, il faut bien être organisé. Puis il faut pas avoir... faut que ça soit facile. Faut rendre ça facile. Donc, en ayant tous les plats prêts, ben c'est facile à tous les jours de manger quelque chose de sain. Donc, le plus de légumes possible, le plus cru possible. Ça, j'essaye de manger des légumes crus à tous les jours pour avoir une meilleure digestion, peu de viande. Puis... je m'entraîne, fait que j'essaie de garder assez de calories dans tout ça. Donc, ça, c'est. Commencer à m'entraîner, là. Ouais. En fait, je commence avec un entraîneur, un nutritionniste, prendre de la masse. C'est intéressant, ça. C'est. J'entends beaucoup parler pour la longévité, la vitalité, l'importance d'avoir une bonne masse musculaire. Puis, il commence à avoir de plus en plus d'études qui lient vitalité dans à 80-90 ans et la masse musculaire. Ah ouais? Puis, surtout en vieillissant, on en perd de plus en plus. Fait qu'il faut redoubler d'ardeur pour la garder. Tout ce qui est squat, deadlift, là, des exercices complexes avec beaucoup de mouvements puis qui travaillent beaucoup le corps. En vieillissant, ça devient primordial. Je le dis à ma mère, elle fait du cardio, mais je dis il faut que tu fasses de la muscu, il faut que tu te renforces. Si tu veux vieillir tonus, pas nécessairement avoir des gros bras, tout ça, mais être gros, être fonctionnel, tu sais. Mais il faut être fort. Ouais. Il faut rester fort. C'est important. Puis... J'ai pas de routine par rapport à ma spiritualité, par contre, à part journaling. J'écris dans un journal. Ça m'aide à extérioriser les idées que j'ai, les prises de conscience. Je fais ça, moi aussi, les pages du matin. Là. Ouais. Ouais, 2-3 pages. Ouais, ça fait du bien. Oui, ça libérer. Ça libère, c'est ça. Ça extériorise les idées, que ça soit bon ou mauvais. Ça t'aide à... en prendre plus conscience. Puis, pour moi, c'est toujours bon. Non, je veux dire, ce que tu extériorises, ça peut être quelque chose que tu passes qui est difficile ou quelque chose qui est bien que tu vis. Ben, tu veux l'extérioriser pour en prendre connaissance, pour en prendre conscience. Okay. Si tu réalises, ça me fait du bien, j'ai vu du monde, ça m'a fait ci, je travaille là-dessus, ça me fait du bien en ce moment. Mais l'extérioriser, ça te fait prendre conscience qu'il faut que tu le fasses plus, c'est bon pour toi. Puis... j'ai une question que j'aime beaucoup poser sur le podcast. Je ressens le besoin d'y donner le crédit à chaque fois, mais c'est de Tim Ferriss, qui est un podcaster que j'écoute beaucoup. Qui est l'auteur de... The 4-Hour Workweek. Ouais. C'est un des auteurs qui m'a marqué beaucoup aussi. Optimiser, automatiser, penser comme ça m'a vraiment appris beaucoup. Puis il aime poser cette question-là à la fin de ses entrevues. Si tu pouvais écrire sur un billboard, là, un panneau de signalisation là, sur le bord de l'autoroute, mais que tout le monde sur la planète verrait, qu'est-ce que tu écrirais dessus? Prendre le temps de prendre le temps. Oui. Parce que on en parlait tantôt des jeunes qui veulent ça rapidement, que les gens voient ça comme un sprint, l'immobilier. En affaires comme dans la vie. En affaires aussi, dans les relations et tout ça. Prendre le temps de prendre le temps. Oui. S'arrêter, s'accorder du temps pour soi-même parce qu'on est notre meilleur actif en tant que personne. Fait que s'arrêter, puis c'est ça, prendre le temps. Ouais. C'est quoi qui est... je pourrais marquer aussi, go, go, go. Tu sais, go, 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 ça reste à sa place aussi. Mais à un moment donné, go, go, go tout le temps, ton corps va s'épuiser, puis ça peut pas être toujours go, go, go. Fait que, tu sais, les deux pourraient aller ensemble, go, 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 mais prendre en dessous, en sous-titre. Mais go, 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 je le vois comme... Aie le courage
de passer à l'action. Mm. Fais-le. Fais-le. Attends pas, mais pas tout le temps, quand ça va être trop tard. Prends des breaks des fois. Là. Mais il faut prendre le temps de savourer. Puis, qu'est-ce qui est payant dans prendre le temps, selon toi? Ben, c'est que tu conserves ton énergie sur du long terme, là. Parce que go tout le temps, à un moment donné, ton corps va flancher. Là. Il y a quelque chose qui va buster. Donc, en fait, c'est de mettre les chances de ton bord d'avoir le plus d'énergie possible, le plus longtemps possible, tu sais. Ouais. Merci beaucoup, Yvan, d'être venu sur le podcast. C'était une belle conversation. Puis, ça fait longtemps que je te suis. Je pensais en connaître beaucoup sur toi, mais j'en ai appris plein de nouvelles aujourd'hui. Puis, t'es un modèle par comment est-ce que tu prends soin de toi, puis ça paraît. T'es dans l'action, t'as tout le temps été impliqué, mais j'ai tout le temps ressenti de toi une certaine retenue qui était saine. Donc, je sais pas si tu considères que tu as toujours pris le temps de prendre le temps, mais à quelque part, je sentais que ça faisait partie de toi depuis que je te connais. Oui, ben à la base, oui, mais il y a eu des phases de vie que c'était go, puis surtout dans l'acquisition du club, là, il y a eu une phase de 7-8 ans que c'était des 80-90 heures semaine. Là. C'est ça. Mais tout ça pour dire que merci de m'avoir accueilli. C'est un plaisir. Puis je vais revenir, sûrement. Ça me ferait plaisir de te revoir. Puis bravo à toi puis Cédric pour ce que vous faites. Merci. Puis on a hâte de vous accueillir lors d'un événement de réseautage pour entendre votre parcours. Ça va nous Parce faire que moi aussi, je pense en partager. savoir sur vous, mais je pense à avoir des nouveautés à nous apprendre. Certainement. C'est 6 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées là-dedans, beaucoup de prise de conscience, d'apprentissage, de découverte. Puis ça va nous faire plaisir de le raconter. Yes. Hey, merci. Merci à toi. Alors, voici un autre épisode qui se termine. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, allez mettre un like, abonnez-vous, laissez-nous un 5 étoiles sur Spotify. Ça nous ferait super plaisir d'entendre vos commentaires. Et n'hésitez pas d'entrer en contact avec nos invités. Ça leur fait plaisir d'échanger avec vous. Donc, sur ce, je vous souhaite à la prochaine, puis un grand merci d'avoir écouté cet épisode.